L'eau à bord avec zéro stress. Vous voulez naviguer sereinement sans jamais manquer d'eau, alors regardez cette vidéo. Lorsqu'on a commencé à préparer, nous, notre départ, la question de l'eau, elle s'est posée immédiatement. Et parmi toutes les questions qu'on s'est posées, évidemment, il y avait la question de combien d'eau faut-il prévoir par jour, par personne, en grande croisière, et pas simplement ce qu'on entend un petit peu partout, ce qu'on peut lire de manière théorique. Et puis comment s'approvisionner, comment stocker sans manquer, et sans non plus sacrifier au confort. Qu'est-ce qui a marché pour nous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a continué? Ou qu'est-ce qu'on a arrêté? Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian Dupré, je suis psychologue, spécialisé en gestion du stress, en préparation mentale et en conduite de changement. Et depuis plus de 25 ans maintenant, j'accompagne des particuliers, des professionnels vers l'atteinte de leurs objectifs. Je suis également Yacht Master, certifié par la RYA, la Royal Yachting Association au Royaume-Uni. Et depuis 2022, en famille, nous voyageons à bord d'Ikigai au gré de nos projets personnels, de nos projets familiaux et de nos projets professionnels. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer votre projet de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Et si je vous parle aujourd'hui de gestion de l'eau à bord en grande croisière, c'est que l'eau est la ressource la plus critique après la sécurité. Une mauvaise gestion de l'eau peut compromettre le moral, la santé et peut compromettre largement le projet. L'idée dans cette vidéo, c'est de voir ensemble comment anticiper, comment dimensionner les réserves d'eau sans surcharger le bateau, quelles sont les solutions pour produire et traiter l'eau à bord, quels sont les moyens à notre disposition pour remplir les réservoirs et pour gérer les stocks, et quelles sont les astuces, les équipements qui permettent d'économiser l'eau à bord sans sacrifier au confort. Anticiper et dimensionner vos réserves. En préparant le projet, la première chose qu'on a cherché à savoir, c'était quel était le minimum en termes de consommation d'eau à bord. Alors ce que dit l'OMS, c'est que le minimum vital, c'est 2,5 litres par jour et par personne. Ça, c'est le minimum vital, mais nous, on ne vit pas avec le minimum vital. En grande croisière, une consommation raisonnable va être entre 5 et 10 litres par jour et par personne. Bon, si on veut rentrer un petit peu plus dans les détails nous, on est sur une moyenne de 10 litres. Si on entre un petit peu plus, tout ce qui est boisson, ça va être entre 3 et 5 litres. L'autre partie qui prend aussi, c'est tout ce qui est hygiène. Là, on est sur 2-3 litres. Et puis, tout ce qui est vaisselle, la vaisselle consomme aussi pas mal d'eau. Vaisselle entretien, on est à peu près sur 2 litres. On fait une grosse moyenne autour de 10. Après, chacun a des consommations qui lui sont propres. Mais déjà, si on fait du 10 litres par jour et par personne, si on est 4 à bord, on fait du 40 litres par jour. 40 litres par jour, ça commence à faire. Si on rajoute une marge de sécurité d'à peu près 25%, là, on arrive à 50 litres par jour. En sachant qu'en zone tropicale, il fait très chaud, donc on peut majorer entre 30 et 50% la quantité d'eau pour la catégorie, on va dire, boisson. Bon, si on majore que cette partie-là, je majore pas les douches ni rien, on est à peu près à 54 litres d'eau par jour pour 4 personnes. 54 litres d'eau, quand on prend des gros jerrycans de 25 litres, c'est 2 gros jerrycans quand même. Bon, sur des bateaux de croisière, 42 pieds, on va être entre 200 et 400, 600 litres de réservoirs. Nous, sur Ikigai, les réservoirs dans les cabines arrière ont été enlevés lorsque la personne a installé le dessal. Bon, là, ça fait qu'on a un réservoir de 200 litres. 200 litres à 4, avec ce type de consommation, on va dire autour de 50 litres, 50 litres, 54 litres. Bon, on est sur 3 jours et demi d'autonomie. 3 jours et demi, c'est pas beaucoup. Et je parle pas en grande traversée, ou sur une traversée de 15 jours, 1 mois. 3 jours et demi, c'est très très peu. Même en navigation. C'est-à-dire que en croisière, en allant de mouillage en mouillage, la question de la gestion de la production ou de l'approvisionnement, elle va forcément se poser. Alors ce calcul, il faut absolument le faire avant le départ.
parce que on va être là sur un aspect structurant par rapport au réservoir. Laissez en commentaire, partagez vous vos modes de calcul, la quantité d'eau que vous allez consommer par jour, par personne, et puis la manière dont vous avez géré soit les réservoirs, soit les réserves d'eau. Réservoir et système de stockage. Voilà, ça veut dire que on sait à peu près de combien d'eau, quelle est la quantité d'eau qu'on va consommer par jour, par personne, et vu la taille de l'équipage, soit on est 2, soit on est 4, soit on est 6, la quantité d'eau qu'il va falloir stocker, maintenant il faut la stocker cette eau. pour la stocker, il y a 4 grands moyens de stocker l'eau à bord. Bon, le premier moyen, c'est celui qu'on a tous, c'est-à-dire un réservoir ou des réservoirs. Idéalement, c'est bien d'en avoir plusieurs. On est sur entre 150 litres et 800 litres pour les plus gros. Moi, j'ai pas mal de bateaux copains qui sont sur du 600 litres de réserve. Ça fait une belle réserve quand même. Alors l'avantage, on a 2 types, avant de parler de l'avantage. On a 2 types de réservoirs. Soit ils vont être en plastique, soit ils vont être en inox. Moi, je préfère l'inox parce que c'est une matière qui est inerte. Mais des fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, surtout quand on veut ajouter des réservoirs. Si on veut pas faire des réservoirs sur mesure, là, on va partir sur des conceptions plastiques. L'avantage des réservoirs, en tout cas en inox, en plastique, j'ai vu un petit peu moins là-dessus, c'est que les réservoirs ont des sortes de cloisonnements intérieurs qui évitent d'avoir des ballastes liquides. C'est-à-dire que quand le bateau va gîter ou va rouler, c'est pas toute la masse d'eau qui va passer d'un côté du réservoir à l'autre, elle va être freinée par des cloisons intérieures. Les cloisons permettent quand même la circulation d'eau, un peu comme dans un petit labyrinthe en fait. Bon, l'avantage indéniable du réservoir rigide, c'est que il est hyper robuste. Voilà, on n'a pas de problème là-dessus. L'inconvénient, c'est que des fois, il peut être difficile soit à nettoyer, soit à inspecter. Alors, on peut aussi avoir, nous, on a une pompe générale qui a alimenté l'ensemble des réservoirs, mais on peut aussi dédier certaines pompes à certains réservoirs. Alors, comme évoqué tout à l'heure, sur Ikigai, les 2 réservoirs, un dans chaque cabine arrière, ont été enlevés. Nous, dans notre préparation là pour le Pacifique, on va rajouter 2 réservoirs. L'un sera dédié à tout ce qui est eau de pluie avec son système de filtration. Le second pourra accepter soit de l'eau de port, mais là nous en 4 ans on n'a pas fait de port, donc ça sera peut-être de l'eau de pluie ou de l'eau du dessal. Et le réservoir principal, lui, c'est que de l'eau de dessal. L'idée, c'est que chacun puisse être utilisé de façon totalement indépendante et que le dessal puisse tourner et se rincer aussi avec de l'eau de dessal. Voilà, il y aura un système de vannes qui permettra de coupler ou de découpler les réservoirs entre eux. Mais bon, ça sera certainement pour une autre vidéo. La deuxième famille, ce sont les réservoirs souples. Alors, réservoirs souples, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que nous, clairement, c'est pas notre solution. Moi, tous les bateaux copains alors peut-être pas me faire des copains avec ceux qui ont des réservoirs souples ou qui en vendent, mais la difficulté, tous les bateaux copains qu'on a eu, avec le ragage, un jour ou l'autre, il y a eu un problème de fuite du réservoir. Pour tout ce qui est plastique, tout à l'heure je disais l'inox c'est inerte. Bon, pour tout ce qui est plastique, y compris les jerrycans, c'est important d'avoir des plastiques de qualité alimentaire. Il y a des normes par rapport à ça. Donc nous, sur Ikigai, on met pas de réservoir souple. Je préfère avoir des jerrycans en plus sur le pont que d'avoir un réservoir souple. L'autre solution, on vient d'en parler, ce sont les jerrycans. Alors, à prendre des jerrycans, il y a des jerrycans qui sont prévus spécifiquement pour l'eau potable et des jerrycans qui sont bien pour nous en grande croisière. Vous les avez peut-être vus, ce sont ces jerrycans qui sont bleu clair. Voilà. Ils sont intéressants parce qu'ils sont opaques et ça limite la prolifération après d'algues ou de choses un peu indésirables dans l'eau. L'avantage du jerrycan, c'est que on peut charger à quai, c'est facilement transportable. Et puis surtout, l'eau est cloisonnée. Donc s'il y a un jerrycan où l'eau a tourné, finalement, on a quand même de la réserve à côté. Le dernier moyen de stocker de l'eau, alors on l'a tous fait en grande traversée, ce sont les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, elles offrent beaucoup d'avantages. La première, c'est que le contenant
pèse vraiment pas très lourd. C'est facile à stocker. On peut répartir les masses et les poids un peu partout dans le bateau. Les histoires de contamination, bon, bah, elles sont réglées. Et puis on utilise ce dont on a vraiment besoin. Vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités en termes de stockage. Bon, l'idée pour nous, c'est ce que nous faisons sur Ikigai. Après, chacun a aussi des stratégies différentes. Ce que nous faisons sur Ikigai, on a 2 règles d'or. La première, c'est qu'on va cloisonner les réserves d'eau parce que on veut éviter les problèmes de contamination. Si toutes les réserves sont communes, bah, lorsque la réserve est contaminée, on a tout contaminé. Autre élément, c'est si on a une fuite. Si on a une fuite sur un réservoir et que tous les réservoirs sont connectés, eh ben on vide tous les réservoirs. Lorsque les réserves, les lieux de stockage sont dissociés, si on a une fuite sur un système, il ne faut vraiment pas avoir de bol pour avoir une fuite sur tous les systèmes. Le deuxième élément que nous trouvons important sur Ikigai, c'est de diversifier les façons de stocker l'eau. À chaque fois qu'on diversifie, on augmente en termes de sécurité, quel que soit le système. Si tout ça, ça vous parle, laissez un commentaire ou partagez la vidéo à quelqu'un que vous connaissez, pour qui ça pourrait être intéressant ou utile. Produire et traiter l'eau à bord. Produire de l'eau, on pense immédiatement au désalinisateur. Alors c'est magique, la première fois que nous on a utilisé le dessal, enfin, c'est extraordinaire. Vous avez de l'eau de mer et plouf, vous avez de l'eau douce. J'ai des copains en camping-car, c'est pas la même histoire. S'ils peuvent être autonomes en électricité, bah, l'eau, il faut quand même bidonner. Alors le principe du dessal, c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse. En fait, on va prendre l'eau de mer et on va la faire passer sous pression. Donc il y a une pompe haute pression, il y a une pompe basse pression qui aspire l'eau de mer, puis une pompe haute pression qui vient faire passer, autour des 60 bars, qui vient faire passer l'eau de mer dans une membrane qui est semi-perméable et qui va retenir le sel. Donc ensuite, on rejette à la mer une eau qui est plus salée et on met en réservoir l'eau douce qui a été produite. La quantité d'eau produite, elle va dépendre des systèmes de production. On a par exemple des dessals portables, alors qui peuvent être électriques ou manuels. Manuel, faut pomper. Vont produire alors sur du manuel, on peut être sur du 1 litre à l'heure ou sur des productions un petit peu plus importantes. En général, nous, on a des désalinisateurs fixes qui tournent entre 30 litres heure et 60 litres heure. Après, il y a des gros dispositifs qui peuvent faire du 100-150 litres heure. Comme souvent en bateau, ce qui va déterminer le système que vous allez adopter, c'est votre capacité de production d'électricité. Alors, selon les capacités, certains font tourner le moteur pour pouvoir faire tourner le dessal, le moteur inboard du bateau. Nous, on n'en a pas besoin. On a une grosse capacité de stockage et de production. On fait tourner le dessal, et pourtant il consomme, il fait du 40 ampères, donc il consomme beaucoup ce dessal. Donc la capacité de production en électricité, et puis la place. Nous, on a une seule membrane un peu longue, c'est des membranes qui font un petit peu plus d'1 mètre là, ou autour d'1 mètre. Parfois, vous avez 2-3 membranes qui vont être utilisées par le dessal. Il faut pouvoir les stocker. Troisième ingrédient, là, ça ne dépend pas du bateau, ça dépend de votre porte-monnaie. un dessal manuel, ça va tourner entre 1000 et 2000 euros. Les dessals qu'on va avoir, nous, en production, on va dire moyenne, on est entre 2005 et 5000 euros. Bon, les grosses unités de production, on peut être entre 6000 et 15 000 euros. Là aussi, le choix, il se fait en fonction du portefeuille. Avec un dessal, il y a un entretien. Alors, c'est pas un entretien monstrueux, c'est pas vrai. Il y a une partie basse pression, une partie haute pression. La partie basse pression, il y a un pré-filtre un peu avec une sorte de crépine là, comme un grillage qu'on va nettoyer. Puis ensuite, on a 2 pré-filtres 20 microns, 5 microns. Ça, c'est ce qu'on peut avoir à la maison ou pour l'eau potable en termes de filtration. Donc ces filtres, il va falloir les changer régulièrement. On peut les nettoyer, certains se nettoient. Mais bon, tous les 3-6 mois, ça peut être intéressant de les changer. Ensuite, on a la partie membrane.
Alors elle, elle a une durée de vie entre 5 et 7 ans en général. Bon, elle coûte un peu plus cher, hein, elle est entre 500, autour des 500-800 euros, ça dépend là où vous allez l'acheter. Et puis, ça dépend aussi, sa durée de vie va dépendre aussi de et l'entretien que vous allez faire. Est-ce que vous rincez bien votre membrane après avoir produit de l'eau douce? Ça dépend de la qualité de l'eau que vous prélevez également. Il y a de l'eau qui est plus ou moins chargée. Et puis, la fréquence également d'utilisation du dessal. Le dessal, plus on s'en sert, moins il s'encrasse. Donc, vaut mieux utiliser son dessal tous les jours, tous les 2 jours, que de l'utiliser tous les 15 jours. Après, il y a quelque chose de très important avec les membranes, c'est que ça déteste le chlore. Le chlore détruit les membranes. Donc, quand on prend de l'eau au port, par exemple, il faut avoir des filtres à charbon, hein, qui va venir, enlever le chlore de l'eau. Pourquoi on utilise de l'eau du réservoir par rapport à la membrane? C'est lorsqu'on rince la membrane après la production d'eau potable. Donc nous, notre solution est très très simple, c'est que le réservoir principal, c'est que de l'eau de dessal. Comme ça, on produit et on rince à partir de là. L'autre moyen de remplir ces réservoirs, c'est l'eau de pluie. Alors l'eau de pluie, on peut avoir un taux avec un tuyau qui part au réservoir. Donc pour nous, on estime que c'est intéressant, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, d'avoir un réservoir dédié à l'eau de pluie et qui est indépendant du reste. Indépendant, pour nous, ça veut dire on peut le connecter ou ne pas le connecter aux autres réservoirs. Ça peut être aussi un système de récupération d'eau de pluie quand on a des grandes... nous, on a 3 panneaux solaires. Donc la quantité d'eau qui tombe sur les panneaux et qui peut être récupérée, elle peut être aussi... elle est importante. Ce qui rentre dans un réservoir, on a intérêt, vu que l'eau est stockée dans le réservoir, et elle peut être stockée pendant un long temps. Et puis surtout, elle n'est pas à 100% renouvelée parce qu'on va la consommer, mais il en reste toujours dans le réservoir. Et on va remettre de la nouvelle eau, tout ça, ça va se brasser. C'est important de faire entrer de l'eau la plus propre possible. Donc lorsqu'on récupère de l'eau de pluie, ça peut être judicieux de mettre en place des systèmes de filtration avant de remplir ces réservoirs. Après, les 2 autres systèmes pour remplir, soit on est au port ou en marina et on peut aller remplir le réservoir directement. Alors après, on peut aller aussi sur des pontons où on peut, avec le bateau, remplir le réservoir sans forcément être au port ou à la marina en termes de mouillage. Hein, on peut être au mouillage et se dire, bon voilà, là-bas je sais qu'ils font de l'eau, j'amène le bateau, on remplit le réservoir. Mais là, c'est de l'eau du port. Ça veut dire que l'eau, elle est chlorée. Et selon les pays, elle est plus ou moins... elle est toujours potable, mais elle est plus ou moins chargée. Et si vous êtes en marina, il faut prévoir les bons connecteurs. Voilà. On n'a pas forcément les mêmes connecteurs d'un pays à l'autre. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez la regarder si ça vous intéresse. Et le dernier moyen, c'est de bidonner, hein, tout simplement. On a des jerrycans et on va remplir les jerrycans 50 litres par jour. Soit on a des gros réservoirs, mais ça veut dire qu'aussi lorsqu'on bidonne, on fait beaucoup d'allers-retours. Mais de toute façon, bidonner, non seulement c'est il y a une forme de contrainte par rapport à ça, c'est une logistique, voilà. Mais c'est pas qu'une logistique en termes de noria, d'aller-retour. C'est aussi une logistique en termes de choix de mouillage. C'est-à-dire que on choisit aussi les lieux où on va s'arrêter en fonction des besoins de ravitaillement en eau. C'est pour ça que, pour moi, de toute façon, l'avenir de la plaisance, ça sera au dessal. Un peu comme dans les années 80, les génois sur enrouleurs sont apparus, et puis il y avait encore des questions, oui, non, c'est bien, c'est pas bien, c'est efficace, c'est pas efficace. À la fin, quasiment tous les bateaux maintenant ont des génois sur enrouleurs. Je pense que la quasi-totalité des bateaux, à terme, auront un dessal. Question qualité, comment avoir une qualité potable au niveau de l'eau? Quelque chose qui est toujours sécurisant, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est de faire bouillir l'eau, parce que là on sait qu'on a stérilisé l'eau. L'autre élément, certains vont mettre des comprimés de purification dans les réservoirs. Ça peut être des comprimés, ça peut être aussi sous forme liquide. Donc là, on va désinfecter quelque part le réservoir. Et ce qui fonctionne pas mal aussi, ça va être tout ce qui est lampe à UV.
Voilà. Après, lorsque vous avez de l'eau de dessal, il n'y a plus rien dedans. Hein, en termes de vie microbienne, protozoaire, tout ce qu'on veut, il n'y a plus rien. Donc si votre réservoir était déjà bien propre au départ, si vous faites un entretien un petit peu régulier, l'eau qui sort du dessal et que vous allez boire après, même plusieurs jours, plusieurs semaines après, elle est potable. Une question qu'on m'a souvent posée, c'est comment je fais par rapport à l'eau de boisson? Est-ce que j'ai de l'eau pour me laver, faire la vaisselle, et puis à côté on achète des bouteilles? Nous on fait tout à l'eau du dessal. Voilà. On fait la vaisselle, on se douche, on prépare à manger, et toute l'eau que nous on boit depuis 4 ans, c'est de l'eau de dessal. Il n'y a pas de risque de carence. On va me dire oui, il n'y a plus de minéraux, mais vous passez pas 100% de votre temps sur le bateau. Il y a toujours des moments où vous descendez à terre, vous allez boire des jus de fruits, vous allez boire de l'eau. L'eau qu'on boit, c'est pas que de l'eau de dessal. Hein. Mais à bord, nous, on ne consomme que de l'eau de dessal. On n'achète jamais de bouteilles en plastique. Dit autrement, voilà, on n'achète jamais de bouteilles en plastique. On ne remplit pas les cuves avec l'eau du port parce qu'on ne va jamais au port. Donc, toute l'eau qu'on va consommer, c'est l'eau du dessal. Sur Ikigai, ce qui nous convient bien, c'est un dessal, récupérer l'eau de pluie et des jerrycans. Voilà, c'est le combo en fait de tout ça. On reste pas, encore une fois, la diversification de l'approvisionnement, c'est un gage de sécurité. Lorsqu'on part en navigation, nous on part toujours réservoir plein. Et ça, c'est quelque chose, autant pour le gasoil, autant pour l'eau, qu'on note dans notre livre de bord. C'est pour ça aussi que j'ai créé les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Ces livres ont été conçus comme des outils pour vous aider à anticiper, préparer vos grandes croisières ou vos navigations en famille ou entre amis. Ces ouvrages sont disponibles sur Amazon, les liens sont en description. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez nous contacter au travers de notre site internet ikigai-voyage.com. Économiser, surveiller, sans sacrifier le confort. Vous voyez, les consommations peuvent être variées. On peut aller de 5-10 litres par personne et par jour. Moi, j'ai vu des bateaux où les équipages consommaient 100 litres par jour et par personne. C'est pas un jugement de valeur, hein. Ce sont des façons d'envisager la vie sur l'eau différentes. Simplement, quelle que soit l'option que vous allez prendre, donc c'est un spectre entre 10 litres par personne et par jour et 100 litres par personne et par jour. Voilà, on va être quelque part sur le spectre. Il va falloir dimensionner les systèmes en conséquence. Nous, sur Ikigai, on est autour des 10 litres par personne. On pourrait faire beaucoup plus. Mais c'est pour nous une question d'état d'esprit par rapport à la grande croisière. Après, vous voyez, ça nous est très très personnel et il n'y a pas de jugement par rapport à des bateaux et des bateaux copains qui font différemment. Un moyen d'économiser de l'eau douce, c'est d'utiliser de l'eau de mer. Pour tout ce qui va être lavage du pont, vaisselle, tout ce qui est rinçage, voilà. L'eau de mer, ça peut être intéressant. Alors nous, on faisait au départ la vaisselle à l'eau de mer et on la rinçait à l'eau douce parce qu'au niveau de la cuisine, on a une pompe à pied qui permet avec un robinet dédié, qui permet de prélever de l'eau de mer. Bon, c'est super pratique. La difficulté avec ça, c'est que on a quand même constaté que même pour tout ce qui est inox, ça rouillait. Donc au final, on a arrêté. Même ce qui rouille, ce sont les bondes, enfin les grilles au niveau du fond des éviers. Je ne sais pas ce qu'ils mettent comme inox, même quand on achète chez un ship, ça finit par rouiller cette histoire. Et donc là, on a totalement arrêté l'eau de mer. D'autres continuent, ils ne trouvent pas trop d'inconvénients. Nous, on a vu une grosse différence entre quand on lavait à l'eau de mer, on rinçait à l'eau douce, ou alors quand on faisait tout à l'eau douce. Quand on fait tout à l'eau douce, on n'a pas tous ces problèmes d'oxydation. Ce qui fonctionne bien aussi, ce que vous faites déjà probablement, c'est lorsqu'on cuit du riz, des pâtes, etc., ou même des légumes, c'est de remplacer un quart d'eau douce dans l'eau de cuisson par de l'eau de mer. Du coup, l'eau est déjà salée, on économise de l'eau douce, on économise du sel. C'est bien. Faites gaffe aussi là où vous êtes, parce que si vous êtes dans un mouillage super encombré,
avec tout le monde qui balance ses eaux usées par-dessus bord, ses eaux noires, bon, là, j'irai pas faire cuire du riz. Tout à l'heure, je parlais de notre pompe à pied pour l'eau de mer. Ça peut être intéressant quand c'est possible de l'installer. Alors nous, c'était pas possible. Sur Ikigai, on n'avait pas la place de le faire, mais c'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire. C'est d'installer une pompe à pied pour l'eau douce. Voilà. En cas de panne de la pompe électrique. Il existe des robinets avec des petits poussoirs là pour la main, mais franchement, c'est pas pratique parce que, nous, on trouve que c'est pas pratique. Parce que quand vous êtes en train d'éplucher des légumes, laver des légumes, il faut appuyer avec la main pour pomper l'eau, et après on a juste une main de libre pour s'occuper de la cuisine. Bon, c'est pas pratique. La pompe à pied, c'est bien parce que ça vous libère les deux mains. Donc, si ça avait été possible, nous, on aurait installé une pompe à pied pour l'eau douce. Certains bateaux utilisent également l'eau douce pour leurs toilettes. Voilà, pour les toilettes, les WC. Alors, bon, on peut se dire, alors en général, c'est de l'eau qui provient du dessal. On peut se dire quand même utiliser l'eau douce pour les toilettes. Oui, bon, à terre, on utilise bien de l'eau potable pour les toilettes. Donc, ça dépend aussi de vos capacités de production. C'est un avantage, l'eau douce dans les toilettes, c'est que ça évite cette formation de cette espèce de calcaire là qu'on a lorsque l'urine et l'eau de mer entrent en contact. Voilà, ça épargne un petit peu les toilettes, les tuyaux, etc. Certains utilisent. Alors nous, on fait tout à l'eau de mer. On fait tout à l'eau de mer, mais certains font un mix, c'est-à-dire que souvent les toilettes sont, il y a la douche pas loin des toilettes, font tout leur rinçage à l'eau de mer et font un dernier petit rinçage en utilisant la poire de douche pour rincer les toilettes en dernière instance. Nous, on fait tout à l'eau de mer. Simplement, il faut penser à vraiment rincer abondamment pour évacuer un maximum de cette espèce de mixture-là entre l'eau de mer et l'urine. Après, question économie, ce qu'on utilise beaucoup, c'est le pulvérisateur de jardin. Là, ce qu'on a fait, c'est que sur la partie poire, là, on a coupé le tuyau pour avoir juste une toute petite poire pour se rincer. Ça, c'est bien parce que lorsqu'on se baigne régulièrement au cul du bateau, bon, on se fait vite fait une rinçade et ça économise quand même beaucoup plus d'eau que la douchette qu'on a à l'arrière du bateau. Donc, c'est pas mal. On a aussi des petits pulvérisateurs à l'intérieur du bateau. Ça, c'est plus quand on est en navigation et qu'on veut économiser de l'eau pour le rinçage de la vaisselle, par exemple. Donc, c'est des pulvérisateurs qui sont beaucoup plus petits. On a ça aussi en magasin de jardinage. Prenez de la bonne qualité. Parce que le reste, c'est fait avec des plastiques qui cassent. Nous, on a pris de la bonne qualité. On n'est pas déçus. Ça fait plusieurs années qu'on l'a. Tout ce qu'on a pris bon marché, ça a cassé à un moment donné. Voilà. Après, dans les magasins de sport, ils font aussi des sortes de douchettes solaires. Mais sur le même principe, Decathlon fait ça. Je ne fais pas de pub pour Decathlon. J'ai pas de rapport commerciaux avec eux. Mais ils font des sortes de pulvérisateurs tout noirs qui, en plus, vont chauffer l'eau. Donc, ça peut être agréable pour. Certains aiment bien. Nous, on n'utilise jamais l'eau chaude pour les douches, mais certains aiment bien utiliser de l'eau chaude pour se doucher. Voilà, vous savez tout. Entre la quantité d'eau dont on a besoin à bord par jour et par personne, après il y a des variations en fonction des équipages, le dimensionnement et puis la nature des moyens de stockage, la nature, les moyens de production d'eau et puis comment un peu économiser l'eau sans sacrifier non plus au confort, vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer votre stratégie, votre façon de fonctionner par rapport à la gestion de l'eau à bord en grande croisière. Il n'y a pas de modèle universel. Nous, on a notre façon de faire. Elle correspond à notre philosophie de la croisière. Elle correspond aux caractéristiques du bateau. Elle correspond aussi à la nature des navigations que l'on fait. Et il en va ainsi pour chaque bateau et chaque équipage. Abonnez-vous à Ikigai Voyage. Chaque semaine, je propose des contenus pour vous aider à anticiper, préparer vos navigations, vos grandes croisières en famille ou entre amis.
Si ce sujet vous intéresse, vous retrouverez d'autres vidéos autour du même thème dans notre playlist Techniques utiles et équipements intelligents. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.